Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panel de la ménagère et un invité pour commenter un sujet d'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui franc-congolais principale devise étrangère? La parité franc-congolais principale de devise étrangère à l'indicatif se présente comme suit. $1 américain vaut 2844,1839 francs congolais. 1 euro équivaut à 2997,2014 francs congolais. 1 franc CFA égale à 4,5692 francs congolais. Et 1 rand sud-africain vaut 155,5318 francs congolais. Au marché parallèle, $1 américain équivaut à 2860 francs congolais, 1 euro vaut 2910 francs congolais et 1 franc CFA vaut 4,2 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? Voici le cours des matières premières. La tonne du cuivre a enregistré encore une baisse. Elle coûte $8 966,42 américains contre $9 américains la semaine dernière. Le coût de la tonne du cobalt n'a pas bougé. Il est toujours à $24 300 américains. L'once d'or est vendue à partir de $2650,72 américains contre $2582,78 américains la semaine passée. Le baril du pétrole revient à $69 contre $68,47 américains il y a une semaine. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de $8574 américains contre $7867 américains la semaine dernière. Merci Béro Matanda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. L'exploitation irrégulière par des groupes armés des ressources minières dans la province de l'Ituri prive la RDC des ressources importantes pour son décollage économique. Comment mettre fin à cette réalité? Jeudi Économie reçoit pour vous un notable de l'Ituri, ancien député national. Il fut candidat à l'élection du gouverneur de la province en 2019. Monsieur Samuel Doubango, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Eric Ambago. Vous êtes vice-ministre de la Défense. Nous vous recevons ici en qualité de notable de la province de l'Ituri. Merci beaucoup, merci. Quelle est la situation économique de la province de l'Ituri aujourd'hui? Bon, merci beaucoup. Étant donné que c'est une question, je dirais, d'actualité, même si nous, on n'est pas des économistes ou on n'a pas fait l'économie, en tant que fils du terroir, comme vous venez de le dire, on a quand même la température de la province dans tous les secteurs. La situation aujourd'hui économiquement en Ituri se bute à beaucoup de difficultés compte tenu du contexte sécuritaire que traverse la province de l'Ituri. Mais vous savez, quand il y a les sécurités, on ne peut pas rêver avoir un milieu se développer. Alors ça a du coup un impact négatif sur toutes les activités qui vont dans le sens de développer le coin. Depuis que l'Ituri est à genoux par rapport à la situation de sécurité, beaucoup de secteurs sont touchés par rapport à cette situation. Comme je viens de vous le dire, ces opérateurs économiques, ils se butent à des problèmes de la sécurité. De l'autre côté, il y a aussi les problèmes parfois liés aux infrastructures routières. L'insécurité dans la province de l'Ituri, mais il y a aussi des groupes armés qui exploitent de l'or. L'exploitation de l'or se fait sans problème dans plusieurs territoires. Bien sûr, voilà, ça c'est un cas spécifique pour l'Ituri. Par rapport à ce qui se passe chez nous, chaque groupe armé contrôle un carré minier et puis il arrive des fois où vous allez apprendre que tel groupe armé s'est affronté avec l'autre. Quand vous remontez un peu, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas dit à tout ce qui s'est dit, mais ils se disputent tout autour des carrés miniers. Ils n'ont pas l'autorisation de l'État. Ils n'ont pas l'autorisation de l'État, bien sûr, mais ce sont les fils du terroir qui exploitaient ces carrés miniers à l'époque, comme des civils, sans armes.
Aujourd'hui, ils se retrouvent dans un groupe armé bien spécifique. Et là, ça prend une autre ampleur. Avant, ils exploitaient d'une façon artisanale, mais aujourd'hui, il y a aussi des matériels qu'ils utilisent aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont dans les semi-industriels. L'État était incapable de mettre de l'ordre là-bas? Au moment où je vous parle, allez dans un des carrés miniers, vous allez chercher à voir s'il y a les armes, mais vous trouverez que ce sont des civils qui exploitent. Mais pendant qu'il connaît là où il a gardé son arme. Donc pour vous dire, aujourd'hui, ce qui se passe à Ituri, c'est une sorte de guerre asymétrique. ça. Monsieur Samia Doubango, ces groupes armés exploitent l'or dans leur coin au vu et au su de l'État. L'État tolère que ces gens exploitent parce que ça leur permet de vivre. L'État ne tolère pas. Mais quelque part, il y a certaines faiblesses liées aussi à ces services qui sont censés de réglementer certaines choses. Moi, je ne veux pas beaucoup plus entrer dans un contexte là où il faut condamner ou incriminer parce que vous venez de me prendre comme un notable du terroir, un fils du coin, et pendant que moi-même je suis l'État. Je vous ai parlé d'un aspect, un seul aspect, là où la situation de l'Ituri n'est pas à comparer à celle de Nord-Kivu. Ceux-là qui ont pris les armes, ce sont les fils du terroir, qui connaissent le coin. Et d'ailleurs, ils ne se sont pas déplacés. Ils exploitent là où ils exploitaient avant. Ce sont des carrés miniers où ils exploitaient pendant qu'ils n'avaient pas les armes. Avant la guerre. Avant la guerre, ils étaient comme toute la population normale. Et c'est dans les lieux d'origine. Et aujourd'hui, il est déjà dans un groupe armé et il exploite normalement, mais quelque part, il a ce petit bâton qui est l'arme à feu à côté. Et dans la plupart des cas, quand moi je l'ai dit, mes frères m'ont toujours pris pour quelqu'un qui est en train de fuir ses responsabilités, attaquer un homme d'État. Moi, j'ai toujours dit et j'ai toujours plaidé en une seule option qui pourra nous aider à terminer une seule fois la situation de l'Ituri, qui est l'option communautaire. Parce que les Ituriens, ils peuvent facilement aujourd'hui aider le gouvernement congolais, aider les services de la République, si réellement il a besoin de la paix dans sa province. Si réellement il veut désarmer moralement en approchant ses fils égarés, et on a la paix en Ituri. Ces groupes armés exploitent de l'or pour la plupart dans le territoire de Djougou, un peu partout. Ils sont à Irumu aussi, ils sont à Mahagi. Ils exploitent de l'or. Cet or qu'ils exploitent et qu'ils vendent ne développe pas leur contrée. C'est la pauvreté dans les coins où ils habitent. Bien sûr. La pauvreté, mais une bonne partie par ailleurs, ça c'est vrai. Je dirais, aucun service peut nous donner la vraie statistique de l'or exploité en Ituri. Pour vous dire, la manière dont ils sont en train de l'exploiter, la façon dont ça quitte les sites d'exploitation pour quitter le territoire national, pour aller là où ça part, avec la complicité, comme le chef de l'État l'a toujours dit, avec la complicité étrangère. Les frontières sont poreuses dans l'Ituri avec l'Ouganda, l'Ituri avec le Soudan du Sud. C'est comme ça dernièrement quand j'étais en Ituri, lors de notre échange avec le gouverneur, je lui ai dit, gouverneur, la situation ne devait pas maintenant gérer l'Ituri comme si on était dans une situation normale. Donc il faut alerter les services spécialisés de la République que ces gens-là vous accompagnent sincèrement, qui ne puissent pas croire qu'ils sont dans la situation où le pays est à paix, surtout ta province. Parce que vous êtes ici à Bunia pour que vous soyez efficace et les services doivent aussi vous accompagner. Et c'était ça mon message comme un conseil au gouverneur. Donc, les services qui sont aux frontières doivent être alertés et travailler vraiment pour accompagner les autorités provinciales. Monsieur Samia Doubango, c'est un problème au niveau de l'Ituri. Nous y étions cette année au niveau de la frontière, lorsque vous êtes à Mahagi-Port, lorsque vous êtes à Aru, lorsque vous êtes à la frontière avec l'Ouganda, même à partir du lac Albert, vous sentez qu'il y a aussi un problème d'effectifs au niveau des services, au niveau de l'armée et de la police. Il faudrait un nombre plus important pour pouvoir surveiller le trafic des populations qui vont et qui viennent et qui font traverser
ces minerais d'or, par exemple. Par rapport à l'effectif de l'armée, moi, je ne vais pas beaucoup plus aborder cet aspect parce que nous savons ce qui se passe. Beaucoup plus, parlons des services spécialisés qui sont frontières, qui peuvent nous aider réellement à avoir l'idée et un œil sur ce qui se passe, même si il y a des pistes non officielles là où ces gens-là utilisent, bien sûr, avec aussi parfois la bénédiction de ceux-là qui ne sont pas des vrais patriotes, parce que vous savez, pour servir le pays ou servir la République, il faut aimer ce pays. Et vous exposez le pays à ceux-là qui envient, qui veulent la destruction du pays. Raison pour laquelle aujourd'hui le chef de l'État nous apprend le patriotisme, l'éveil patriotique. Qu'est-ce que nous devons faire? Un Congolais qui aime ce pays, comment il doit se comporter? Je vous pose souvent cette question, pourquoi les investisseurs ne se bousculent pas au portillon de l'Ituri, une province riche en or, l'or qui coûte $2300 l'once, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est comme ça que le chef de l'État se bat pour rendre le milieu d'affaires favorable. Donc il faut un climat favorable pour les investisseurs. Il l'a dit même lors de Makutano à son 10e anniversaire. Moi j'ai suivi. Donc c'est ça la vision même du chef de l'État, rendre l'environnement favorable pour les hommes d'affaires. Je dirais c'est bien aussi que ces investisseurs ne soient pas là. Ce n'est pas bien aussi, je vais me justifier. Un investisseur sérieux aujourd'hui qui se retrouve par exemple, je prends le cas de Nord Kivu, là où le MV3 a pris déjà une partie, il se faut de mettre du terrain. À Rubaya par exemple? Oui, un investisseur sérieux qui se retrouve à Rubaya. Vous pensez-vous qu'il est vraiment avec nous? Il est avec la République? Là, c'est un investisseur qui contribue pour la destruction, pour la balkanisation de notre pays. Pour l'Ituri, si les investisseurs ne se bousculent pas, ça doit nous interpeller, nous, qui sont à la base de la pauvreté de l'Ituri, qui sont à la base des maladies liées à des carences alimentaires en Ituri, qui sont des barrières pour que les investisseurs, malgré l'Ituri, parmi les 5 premières provinces, je dis bien positionnées sur le plan économique. Pourquoi les gens sont méfiants de l'Ituri? Que les fils, les filles de l'Ituri réfléchissent en dehors de tout ce qu'ils peuvent penser. Vous allez voir, un mois c'est beaucoup, l'Ituri prendra une autre allure. C'est très difficile qu'un investisseur sérieux vienne là-bas pendant qu'il peut tomber dans le piège de ces coupeurs de route qui sont les fils du terroir. Et pourtant, on nous a dit, quand nous étions là-bas, qu'il y a des Chinois qui opèrent dans le secteur de Djougou, par exemple. Non, mais ces Chinois ont été plusieurs fois kidnappés. Il y en a eu d'autres qui sont morts, tués par les mêmes groupes armés. D'une manière ou d'une autre aussi, il contribue parce que quand il arrive là, il va avec son argent et il exploite dans un carré minier protégé par ces groupes armés. Et dans leur mésentente, s'il y a une petite coopération, on les prend là-bas et on l'élimine en amenant de l'argent là-bas. Et cet argent tombe entre les mains de ces fils égarés. À contrepartie, ils peuvent prendre ça pour aller acheter avec ça des armes. Et ces armes rentrent pour éliminer leurs frères. Et ces armes reviennent contre la République. Vous ne pouvez pas oublier, l'Ituri est envié. Il y a les MV3, Nanga, Kagame, ils peuvent profiter de ces troubles communautaires, moi je dirais, de ces troubles communautaires, pour maintenant récupérer l'Ituri, à partir de l'Ituri, et détruire la République, et marcher sur la République. C'est parmi leurs plans. La raison pour laquelle vous m'aviez vu même descendre dernièrement. Donc, la position actuelle de mes frères ituriens expose l'Ituri à un certain niveau, expose l'Ituri au bénéfice des ennemis de la République, expose l'Ituri contre la République. Raison pour laquelle, du coup, la situation de l'Ituri, que ne puissions pas voir à distance ces enfants-là. Il faut aller vers eux, leur parler, dire que ce que vous faites, ce n'est pas bon. Et ceux-là qui sont censés de le faire. Est-ce que la parole suffit?
sincèrement, quelqu'un qui gagne de l'argent, vous allez lui parler alors qu'il a une arme, alors qu'il a besoin de manger, vous allez lui parler pour lui demander de revenir à la raison? Tout commence par la volonté. Vous et moi, nous n'étions pas là quand il y a eu quelqu'un qui est arrivé à persuader mes frères de l'Ituri à leur remettre aujourd'hui on est à centaines de milliers de armes. Il n'y avait personne. Cette histoire de l'Ituri, pour un petit rappel, ça a commencé en 2017. En 2017, on commence déjà avec cette situation jusqu'à aujourd'hui, là où nous sommes arrivés. Ça a commencé dans un coin. Aujourd'hui, c'est toute la province qui semble être maintenant dominée par cette bêtise. Et pendant qu'ils négociaient cette histoire au début, personne, sauf ceux-là qui connaissaient ce qui devrait arriver, les anciens gestionnaires de la province de l'Ituri. Un jour, on doit leur poser cette question. Toi, tu étais là, pourquoi vous n'aviez pas agi de la sorte pour permettre à ce que les choses ne puissent pas avancer? C'est la même question qu'on me posera aussi. Mais moi, j'aurais à dire quelque chose parce que je connais là où ça avait commencé et qui devrait être le premier à nous aider. Le premier Congolais qui est censé trouver solution à la situation de l'Ituri, c'est l'Iturien. Mais ces messages passent difficilement dans les oreilles de mes frères. Et ça, je vous l'ai dit. Et n'acceptent pas qu'on dise qu'eux-mêmes peuvent terminer la situation de l'Ituri. Ils vont terminer ça comment? En parlant simplement? Non, j'ai toujours dit. Ces armes-là sont prises par les fils de l'Ituri. Et ces fils, ils sont dans la communauté, dans leur communauté. Nous devons nous dire certaines vérités. Et quand il prend ces armes-là, c'est connu qu'il vit là, il dort là. Dans cette hutte-là, il y a une ou deux armes. C'est connu par le village. Moi, j'ai évolué dans un milieu villageois. Ceux-là qui vivent au village, ce sont le mieux placés comme des agents de sécurité. Ils connaissent à la minute ce qui se passe au village. Et toi, tu connais cette maison-là, c'est celle de Samy. Moi, je connais que l'autre maison, dans l'autre côté des rives, appartient à Eric Ambago. Et je sais ce que tu gardes chez toi là-bas. Je connais que tu as 2 chèvres ou bien tu as un chien là-bas. Avant même d'arriver dans ce village ou dans votre maison, j'ai dit, Eric, je suis en train de venir, est-ce que tu peux prendre soin de ton chien là, qui est méchant souvent, à 20h quand on passe là, il risque de m'agresser. C'est connu. Donc, ce qui se passe en Ituri, au début, ça n'a pas pris une connotation communautaire. Nous tous, quand moi j'étais à l'Assemblée, on se battait pour que cela n'arrive pas à la lyre actuelle. Mais aujourd'hui, c'est confirmé que c'est une guerre communautaire. Le premier militaire qui est censé d'aider, c'est la population, c'est la communauté. Mais cette guerre communautaire, c'est dû à quoi? La pauvreté? Les gens veulent exploiter de l'or, les gens veulent vivre, c'est la pauvreté. Non, ce n'est pas dû à la pauvreté. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous sommes à la frontière, Eric. L'Ituri, par malheur ou par bonheur, je ne sais pas, l'Ituri partage 3 frontières. L'Ituri partage la frontière avec l'Ouganda, l'Ituri partage la frontière avec le Sud-Soudan. Quand je parle du Sud-Soudan, indirectement avec le Bazouélé, on semble avoir l'influence aussi de l'autre côté de la RCA. Vous voyez les contextes dans lesquels l'Ituri se retrouve. Maintenant, avec cette situation, c'est très compliqué pour nous, en Ituri, de vivre d'une façon isolée. Parce qu'il y a une influence économique de l'Ouganda sur l'Ituri, du Sud-Soudan sur l'Ituri. Et à la frontière, là, il y a des communautés. Vous allez trouver, il y a une communauté à Lour, en Ituri, à la RDC. Il y a une autre communauté à Lour, en Ouganda. Il y a une communauté Kakwa, en Ouganda, ou au Sud-Soudan. Il y a la même communauté en RDC, en Ituri. Okay. Et même culture, s'il vous plaît. Les ennemis de la République ont eu tout le temps de connaître et de comprendre qui est l'homme iturien. Et on joue sur ses faiblesses pour mettre l'Ituri aujourd'hui à genoux. Pourquoi au Nord Kivu, il n'y a pas eu une guerre intercommunautaire? Oh, les Tutsis, les Hutus, ça c'est une fabrication
de Kagame est connu de tout le monde. Aujourd'hui, il est exposé à nu. Pour l'Ituri, c'est la faiblesse, manque de veille patriotique, manque de connaissances par rapport à ce que les ennemis sont en train de faire sur l'Ituri. Je l'ai toujours dit, ils ont eu tout le temps de comprendre l'homme iturien. Et ils connaissent, si je touche à cet aspect des choses, et puis c'est parti. Bien sûr, la pauvreté aussi accompagne, ça je ne peux pas dire non. Mais la pauvreté peut vous amener vraiment à sacrifier votre propre frère, à les tuer, à l'éliminer, arriver au point où vous êtes prêt même à céder votre propre province. 99-2003, il y avait un slogan mère que moi je ne saurais pas. Je l'ai toujours rappelé. Et c'était dit toujours à Swahili, inchi ni yenu, mais oda ni yetu. Donc, le pays vous appartient, mais la loi, c'est nous qui allons vous imposer. Pour qu'on arrive à Kisangani, aller détruire Kisangani, la guerre des 6 jours. Mais c'est l'Ituri qui devrait être le lieu de martyr. Et de Kisangani, ils allaient rentrer détruire maintenant l'Ituri. Je leur ai toujours dit un jour, les Ituriens vont vous demander qui vous avez remis les armes. Mais de 1999 à 2003. L'argent obtenu avec l'exploitation de l'or, ça permet aux milices d'acheter des armes. Mais c'est clair. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? Aujourd'hui, vous avez appris, ça fait 2 mois passés, on a donné l'argent que les Nanga et sa bande avec les Kagame sont en train d'épuiser, sont en train d'amasser au Nord Kivu, $300,000 le mois. Et cet argent, une partie, ils nourrissent avec ça leur, comme le président toujours dit, leur patin, et une partie pour donner à leur patron afin de les approvisionner en armes. Il n'y a rien pour rien. Kagame ne peut pas amener ses troupes sur le sol congolais par plaisir. Et il faut cibler, il faut voir où sont les troupes rwandaises. Ils sont toujours dans des endroits très stratégiques. Et c'est comme ça qu'ils envient aussi l'Ituri. Et c'est possible. Ils envient l'Ituri. Tenez, si jamais ces gens-là arrivent en Ituri, vous savez, les territoires qu'ils peuvent facilement récupérer, il y a Magi. Pourquoi Magi? Mais Nzani Kode à Magi. Ils vont récupérer Ndjougou, qui est l'épicentre de la sécurité aujourd'hui en Ituri. Ils vont aller à Irum. À Irum, ils vont viser le lac Albert, vers Kasseni, Chomia jusqu'à Magiport. Ils ne vont pas se limiter là. Ils vont aller s'entremanger avec ces voyous ADF. ADF qui est d'entrer vraiment sérieusement, apprenant presque le territoire de Mambasa. Dieu merci, avec cette mutualisation des forces, ils sont en train de subir, ils sont dispersés. Donc, ils ne peuvent pas venir là où il n'y a rien. Ils viendront là où ils peuvent encore avoir quelque chose pour faire évoluer leur économie. Ah, alors, mais pour stabiliser la situation, si on installe une société Kibali en Ituri, ça permettra de stabiliser la région? Non, bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas mon secteur, c'est sûr et certain. Comme il y a aussi le problème de chômage, il y a aussi le problème de pauvreté qui peut facilement amener ces jeunes-là à tomber dans l'esprit satanique de ces gens. Je pense que la République pense sérieusement et c'est sûr et certain, on y arrivera là. Parce que selon les expériences, vous verrez là où il y a des multis, il y a la calmie. Je l'ai dit dans une des conférences de Kibali. Pourquoi Kibali fait quelque chose de bien pour l'intérêt de la République, contrairement à ces mêmes multis qui ont la capacité que Kibali, au-delà même de Kibali. Et ils veulent passer par Kagame pour venir violer nos mamans, nos tantes, nos grands-mères, et pour voler nos richesses. Et après tout, arriver à réfléchir s'ils peuvent même récupérer une partie du territoire. Pourquoi ils ne peuvent pas passer comme Kibali? Kibali est allé par la grande porte. Kibali exploite à bon et due forme. Les fils du pays se retrouvent dans les différents secteurs. Une main-d'œuvre locale, bien sûr, on peut avoir les main-d'œuvre étrangères parce qu'on a besoin de compétences. Mais pourquoi eux, ils ne peuvent pas le faire comme Kibali, sans pour autant faire l'avocat de Kibali? Mais vous allez voir ces multis, ils passent par Kagame. Kagame, en échange, les armes
et ses troupes sur le sol congolais. Donc, eux, ils remplacent leurs richesses avec les sangs des Congolais. Donc vous, en tant que notable de l'Ituri, vous accepterez par exemple que Kibali, qui cherche encore des coins pour exploiter, viennent aussi chez vous en Ituri? Comme un fils du terroir, moi j'insiste, là vous me prenez comme un notable, ne me prenez pas avec une casquette de membre du gouvernement. Qu'est-ce qui empêcherait? Mais moi je suis partant. Maintenant ça dépendra de la façon dont Kibali pourra négocier le marché. Alors Zanikodo, c'est une mine d'or importante de la province, mais l'exploitation est artisanale. Pourquoi là-bas les investisseurs ne viennent pas? Parce que là-bas il n'y a pas de violence comme à Djougou. Le problème des carrés miniers d'Nzanikodo, jusque-là c'est la République qui pourra décider, et à toute indépendance, parce qu'il n'appartient à personne. Alors à personne ces carrés miniers, sauf à Konenanga. Konenanga revendiquait, il revendique toujours. Moi, je n'ai jamais voulu maintenant en parler parce que ce monsieur a voulu beaucoup parler de lui. On lui donne des valeurs pendant que c'est un homme qui n'existe pas. Les ressources importantes de l'RDC échappent au trésor public à travers ces groupes armés qui exploitent de manière illégale ces ressources. Oui. Ça échappe à la République à travers l'exploitation illégale de ces groupes armés. Ça échappe à la République par rapport aussi à la volonté qui n'accompagne pas certaines personnes qui sont responsables dans leur poste ou dans leur portion de pouvoir. Parce que quand il y a l'exploitation, dans les sites d'exploitation, pour que ça quitte les sites d'exploitation pour aller là où ça part, je pense que là, l'apport de tout et chacun est vraiment demandé. Et si ça échappe jusqu'à même à la sortie de la République ou du territoire national, allez-y comprendre à quel niveau il y a la complicité. Le chef de l'État l'a toujours dénoncé. La complicité aujourd'hui est en interne et aussi à l'extérieur. Je rappelle que notre invité, c'est M. Samia Doubango. Il est notable de la province de l'Ituri, ancien député national, ancien candidat, je vous l'avais dit, gouverneur de la province de l'Ituri en 2019. Il est aussi, on va dire, ancien sénateur. Enfin, il est vice-ministre de la Défense. Alors, M. Samia Doubango, avec vous, nous allons suivre le panier de la ménagère avec Béro Matanda. Cette semaine, les prix des produits de première nécessité sont vendus comme la semaine passée. La rame de poisson chinchard, par exemple, coûte 120 000 francs. Elle était à 50 voire 70 000 francs congolais. Les poissons se font aussi rares sur le marché. Le kilo est passé de 10 à 15 000 francs congolais. Le carton avoisine 350 000 francs congolais. C'est depuis la semaine dernière que certains prix des denrées alimentaires de première nécessité ont été revus à la hausse. Un carton de viande de bœuf est passé de 120 à 135 $ américains. Un carton de cuisse de poulet à 22 $. Il était à 14 $ auprès des grossistes. Celui de poulet à 30 $. Il était à 24 voire 26 $ américains. Un carton de GZ coûte 26 $. Le kilo est à 8 000 francs. Un sac de riz varie entre 75 et 150 000 francs congolais. Une mesurette appelée Kopo coûte 2 000 francs. Un sac de semoule de 25 kg coûte 58 000 francs congolais. La mesurette ou écolo coûte 4 000 francs congolais. Un sac d'haricots est vendu entre 160 et 240 $ américains. La mesurette varie entre 3 000 et 5 000 francs congolais. Un plateau d'œufs coûte 17 500 francs. Un œuf coûte 700 francs congolais. Un sachet de sucre coûte 17 000 francs congolais. C'est comme la semaine passée. Un filet d'oignon est vendu à partir de 25 000 francs congolais. Un oignon coûte 200, 500 voire 800 francs congolais. Un tas de bananes plantains varie entre 3 000 et 10 000 francs congolais. Un pain est vendu à partir de 200 francs dans les boulangeries artisanales. Un avocat coûte 2 000, 3 000 voire 5 000 francs. Un ananas se vend à partir de 3 000 francs. Une pastèque va jusqu'à 20 000 francs congolais. Une mangue coûte 300, 500 voire 1 000 francs congolais. Une papaye se vend à partir de 3 000 francs congolais. Une chikwang appelée bateke coûte 1 000 francs. Une mesurette ou écolo des frétins coûte 15 000 francs congolais. Une botte d'oseille coûte 1 000 francs. Celle des amarantes coûte 2 000 francs. Une botte de feuilles de manioc est vendue à partir de 3 000 francs congolais. Un bidon d'huile de palme de 5 litres coûte 18 000 francs, voire 22 000 francs congolais. Celui d'huile végétale de 5 litres varie entre 28 et 30 000 francs congolais. Merci Béro Matanda. On se retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Alors, M. Samia Doubango, on amorce l'atterrissage. Quelques questions avant de nous séparer. Vous étiez en Ituri, dans votre fief, avec la ministre de la Jeunesse, il y a quelques semaines, pour lancer la campagne de sensibilisation pour l'éveil patriotique. Pourquoi ? Oui, et ça valait la peine.
Cette activité avait une dimension nationale. Sous l'initiative de Madame la Première ministre et chef du gouvernement, il a plu ce moyen, il a lancé cette campagne de veille patriotique. Étant donné qu'elle est chef du gouvernement, elle contrôle la République démocratique du Congo, toutes les 26 provinces. Elle dit, avant même d'arriver là, moi je dois faire quelque chose pour ces coins-là. C'est comme ça qu'il va initier cette activité avec aussi une structure de la jeunesse de l'Ituri. Mais il dit au ministre de la Jeunesse, c'est votre secteur, vous devez aller accompagner cette activité d'une importance si capitale dans une province en problème. Mais vice-ministre de la Défense, c'est ton terroir. Tu maîtrises bien tes frères. Tu as la facilité d'accompagner ta collègue dans le cadre de la solidarité gouvernementale. C'est ainsi qu'on a fait une très très bonne mission et c'était une réussite totale. Comme les autres missions, vous allez, promenade de santé après ces jeunes que vous avez sensibilisés rentrent dans la forêt. Quand on va pour une mission officielle, je ne pense pas si on va vraiment en promenade de santé. Ça, je ne peux pas facilement l'accepter. Nous sommes allés et on a fait un travail digne. On a senti l'engouement, on a senti la détermination, on a compris les soucis de la jeunesse. Donc, à bref, la jeunesse est prise en otage. Par qui? Je dirais par l'influence du milieu. C'est ainsi que maintenant, quand on est allé, c'était dans le cadre de les sensibiliser à quitter là où ils sont en train d'aller et de prendre la voie des raisons. Quitter les groupes armés. Autour de ça, en tout cas, d'une façon générale, on a compris que la jeunesse de l'Ituri, elle n'est pas pour ce qui se passe en Ituri. Ils sont forcés d'aller dans une entreprise qu'elle-même, elle ne maîtrise pas. Parce qu'il n'y a pas de travail. Entre autres lignes de raison, c'est ce qu'ils nous ont même dit que non, parfois on est en chômage, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais ça ne serait pas ça la raison. Qu'est-ce que vous proposez à la place? Parmi les 6 grands points importants de campagne du président, je pense qu'il y a l'encadrement de la jeunesse. Lui, il fait comme son cheval de bataille. Que les jeunes ou la jeunesse soient calmes. Rien ne sert à s'agiter. La patience, c'est une vertu. Moi, j'en ai l'expérience. Je pense que c'est question d'être patient, attendre et que les choses pourront bien marcher. La patience ne doit pas être indéfinie aussi. Ça dépend de la façon dont, comment vous sentez pendant que vous êtes dans votre coin. Vous êtes vice-ministre de la Défense. Vous étiez descendu sur le terrain pour inspection de la situation sécuritaire. Est-ce que la situation a changé depuis votre descente? Oui, merci beaucoup pour cette question d'une importance capitale, mais elle est hautement sécuritaire. Mais je vais en parler un tout petit peu. Car nous, on a décrété cette descente, cette mission, sous l'instruction ferme de Madame la Première ministre, qui était vraiment impliquée dans cette mission. C'était dans le cadre de palper la situation sécuritaire de l'Ituri. Parce qu'à un certain temps, il y avait déjà une montée impossible, vraiment de la déstabilisation totale de l'Ituri. Quand on est descendu, et c'était pour nous la toute première fois, je dirais la toute première fois, que nous puissions prendre le courage d'affronter les leaders de tous ces groupes armés dans leur bastion. C'était la toute première fois. Si les 4, on a eu à atteindre 3. Il y a Tchinyakilimo, Zaïre, Autodéfense, et de l'autre côté, il y a FRPI. Mais c'était vraiment étant pour nous de leur parler à toute franchise, à leur faire comprendre ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire pour le bien-être d'abord, je dis bien d'abord de l'Ituri, et pour aussi, d'une façon générale, le bien-être du peuple congolais, de la République démocratique du Congo. Deuxième point, je leur ai fait comprendre que ces ennemis de la République, Kagame, utilise les Nanga, utilise quelques fils du terroir pour déstabiliser la République en passant par eux. Et qu'ils reviennent à la conscience en dehors de tout ce qu'ils sont en train de faire. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont amélioré leur situation? Là, je ne peux pas entrer dans les détails. Moi, j'ai fait mon rapport à un certain niveau. Mais ce qui m'a beaucoup plus intéressé, d'une façon unanime, j'étais
curieusement touché par les réponses à la demande de cet éveil patriotique. On doit lever l'état de siège, M. Sadou Bongo? Lever l'état de siège ou pas, non, mais bientôt il y aura une évaluation sur terrain. Je pense que vous aurez la réponse après notre retour. Cadre de l'Union sacrée, vous soutenez le changement de la Constitution parce que vous êtes au gouvernement? En 2021, moi j'étais député national ici au Parlement. Quand il fallait répondre à l'appel du chef de l'État, le chef de l'État va tenir un discours de 6 minutes. Il retrace le bien-être de son peuple au Parlement. Je n'ai pas pris du temps pour réfléchir. Et là, j'étais député. Vous étiez au FCC en plus? J'étais à FCC et j'étais le premier, j'ai dit bien le premier. Et d'ailleurs, ma sortie médiatique a été diffusée sur Top Congo. Vous aviez déclaré que lorsqu'il y a eu cette question de signature, vous avez dit que votre signature a été apposée sans votre ce n'était pas ma signature originale authentique. J'en ai eu pour mon compte, j'ai fait 2 mois dans ma cachette. J'étais à l'Assemblée nationale. Pour vous dire, la politique aussi, c'est la discipline. Je l'ai fait en âme et conscience et on a accompagné le président. Et c'est comme ça que le peuple congolais s'est retrouvé dans 2 ans sur 5 ans du chef de l'État. PDL Sakara 5. C'est le fruit des 2 ans. On a toujours pris ça comme si c'était un projet de 5 ans du président. Et le bilan n'est pas positif. Mais dans 2 ans, oui, mais le bilan n'est pas il est arrivé à faire quelque chose de plus de 6 ans. Oui, mais le bilan n'est pas positif. Non, mais c'est vous qui le disiez. Le projet est en cours, ça continue. Dernièrement, il y a eu l'évaluation au Parlement. Le VPM du plan était devant la représentation de la population. C'est vous qui voyez, vous, au gouvernement, vous voyez, mais la population ne voit pas. Il y a certains projets qui sont à court, d'autres projets sont clôturés. La population ne peut pas élire le président Félix si elle n'a pas palpé le bien-être. Le président n'a pas trompé. La campagne du président était une campagne à sec. C'est-à-dire, le président n'a pas donné même de l'argent pour tromper la population afin que la population puisse l'élire. Alors, par rapport à cette question de changement de la Constitution ou carrément de sa révision, je pense que je ne peux pas jouer au bal des chauves comme font d'autres personnes. Il faut savoir prendre à toute responsabilité une option, tant que responsable et leader d'opinion quelque part. En dehors d'être membre du gouvernement, comme vous venez de le dire, je suis un élu du peuple au premier et au second degré. Par confiance à un certain niveau élevé de la part du chef de l'État, j'étais reconduit. Ce n'est pas parce que aujourd'hui je suis membre du gouvernement et que je prends cette position. Pour être membre du gouvernement, c'est loin même de celui qui est au gouvernement. Ça ne dépend pas du chef de l'État. C'est comme ça qu'il y a hier même des sorties médiatiques de ceux-là qui disent qu'il fallait que le chef de l'État les consulte avant de prendre une telle décision. Mais ils se trompent. Eux-mêmes, ils ont rédigé cette constitution aujourd'hui que le chef de l'État demande à la population d'évaluer à leur intérêt. Et ils interdisent au chef de l'État de prendre position. Non, mais moi je me suis retrouvé au gouvernement par la volonté du chef de l'État. En dehors d'être membre du gouvernement, je devrais prendre cette position si cette position valait la peine pour le bien-être de la population. J'ai pris en âme et conscience et bientôt je vous informe, comme un membre aussi de l'espace Grand Oriental, nous avons une très bonne structure qui a accompagné le chef de l'État. En 2023, la dynamique communautaire et politique de l'espace Grand Oriental. Et là, je t'informe, ça ne sera pas mon affaire parce que le chef est allé se prononcer pour la toute première fois dans un espace de la Grande Orientale. Ça nous a interpellés. Donc, nous devons récupérer cette affaire comme si c'était la nôtre. Nous l'avons fait en 2023 et on l'a voté. Triomphalement, on a voté. Le moment arrivant, on attend que la commission soit mise à place, les résultats de la commission, et quand il y aura le go pour sensibiliser la population dans le sens d'aller dans tout ce que le chef pourra demander, l'espace Grand Oriental sera encore un meilleur élève pour ça. Et si quand je parle de l'espace Grand Oriental, ne voyez pas seulement les leaders politiques. C'est une affaire de tout le monde. Lors du remaniement, si vous n'êtes pas reconduit au gouvernement, vous allez continuer à soutenir le changement de la Constitution. Eric, vous savez, nous aujourd'hui, nous ici, nous nous sommes retrouvés au gouvernement
par la grâce de Dieu et par la vision du chef de l'État. Cette constitution, et quelle a été la place de la jeunesse là-bas? Quelle a été la place des mamans? Et d'ailleurs, à San City, les mamans ont beaucoup contribué pour qu'il y ait la paix au Congo. Et quelle a été la part qu'on avait réservée à ces gens-là? Moi, la jeunesse s'agite pour la révision de la constitution à Kipushi, partout là où le chef de l'État passe. C'est la population qui les pousse. Et c'est une réforme au sommet et que les ennemis ne peuvent pas accepter. Ma position est claire. Il y a un monsieur connu que je ne vais pas citer. Il a fait une sortie. Martin Fayulu. Vous le dites bien. Il est opposant. La Constitution ne le connaît pas s'il a une responsabilité officielle. Il ne peut pas parler au nom des Congolais. La Constitution ne lui donne pas cette prérogative. Le président Félix, il engage son peuple. Aujourd'hui, il est devenu ennemi de tout le monde à cause de sa prise de position en faveur de sa population. Je rappelle que notre invité, c'était M. Samia Doubango, notable de la province de l'Ituri. M. Samia Doubango, merci d'avoir répondu une fois de plus à l'invitation de Jeudi Économie. Merci beaucoup. Merci à Miguel Mena, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook. Jeudi Économie avec Eric Kambago. À très bientôt. Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Kambago.